Tout d'abord, je suis tellement honorée d'être ici avec vous aujourd'hui et je suis ravie de voir tant de gens qui viennent de continents différents pour cet instant particulier et j'espère que nous pourrons tous apprendre du désert ensemble. L'eau a plus de 70 propriétés qui le différencient de tous les autres liquides connus sur Terre. Et aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas de modèle cohérent pour comprendre et interpréter les propriétés anormales de l'eau. Ce que nous savons, c'est que l'eau est l'un des éléments les plus abondants de l'univers et qu'elle est arrivée pratiquement dans l'univers au moment de sa création, il y a 13 milliards d'années. Nous savons également que la planète Terre est l'une des seules planètes où elle est présente sous forme liquide. C'est la seule forme qui peut contenir et transporter un nombre infini de molécules permettant des réactions chimiques complexes qui permettent de créer la vie. En fait, la vie sur Terre s'est produite précisément au moment où l'eau est devenue liquide pour la première fois. Il semble que l'eau non seulement permet la vie, mais elle la rend inévitable, pratiquement. Toutes les gouttes d'eau que nous buvons sont plus vieilles que notre planète ou que notre Soleil. 70% des corps humains sont faits de l'une des substances les plus anciennes et les plus puissantes qui ait jamais été créée dans l'univers. Et pourtant, nos sociétés ont transformé l'eau en produit prêt à être extrait et transporté par un nombre croissant d'infrastructures jusqu'à ce qu'elle atteigne les sociétés humaines qui sont réduites à des consommateurs de ressources au lieu d'être des acteurs du territoire. Selon le rapport mondial des Nations Unies sur l'évolution de l'eau de 2022, le volume d'eau extraite pour des utilisations industrielles, domestiques ou agricoles s'est multiplié par 6 depuis le début du XXe siècle. Plus de 2 milliards de personnes souffrent de pénurie d'eau tous les ans et l'Organisation météorologique mondiale raconte qu'en 2023, les rivières du monde ont connu leur pire sécheresse en 30 ans, sécheresse qui a menacé la sécurité de l'eau pour 3,6 milliards de personnes pendant au moins un mois. Et les Nations Unies estiment que ce chiffre pourrait atteindre 5 milliards d'ici à 2050. L'Europe n'est pas épargnée. En 2019, 38% de sa population a été affectée par des manques d'eau. Ces chiffres montrent que le problème n'est plus confiné aux régions arides ou à quelques-unes, mais que c'est une crise mondiale que nous devons relever collectivement. Cette crise de l'eau n'est pas simplement le résultat du changement climatique. Elle a été exacerbée par une logique productiviste qui a piloté la gestion de l'eau durant tout le XXe siècle. Et cette logique s'inscrit dans une vision moderniste qui est héritée du paradigme colonial et des révolutions industrielles. À savoir qu'une croissance infinie peut être appuyée par l'exploitation sans limite des ressources naturelles. Mais comme Isabelle Sengers l'a noté dans son essai Au temps des catastrophes, Time of Disasters, cette évolution s'est faite en se croyant au-dessus des conséquences de ces choix. Nous n'avons vu que des sources de profit, alors que de l'Espagne aux États-Unis, de l'Iran en Inde, vous avez eu de grands barrages, des canaux de transfert, une agriculture intensive avec irrigation et un étalement humain
urbains, qui montrent l'illusion d'un contrôle total sur les cours d'eau. La normalisation de ces infrastructures imposées sur des territoires qui ont des hydrographies radicalement différentes a certainement mené à une croissance économique spectaculaire et des conditions de vie clairement améliorées pour les êtres humains, mais ça a également perturbé des équilibres vitaux en appauvrissant les nappes phréatiques, en déplaçant des populations et en accélérant la désertification. Mais contrairement à ce que nous avons tendance à penser dans le monde occidental qui a beaucoup d'eau, le désert n'est pas équivalent à l'absence d'eau ou au vide. Ça veut dire simplement que l'eau est rare et cette rareté demande une ingéniosité extrême, une créativité remarquable, une observation patiente et une adaptation à la structure du territoire. Et pendant 2 jours, nous allons entendre parler de civilisations millénaires du désert qui ont pu concevoir les structures d'eau les plus remarquables, capables de transformer la fragilité des territoires arides en opportunités. Et tout cela pour mieux comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau et comment en assurer la sécurité au lieu de créer des ruptures dramatiques. Je suis honorée d'accueillir notre premier panel qui vient de 4 continents du monde. Donc nous allons les écouter et apprendre du désert. Merci beaucoup. Donc j'invite notre premier orateur, Marc Brabant. Bon, avant tout, je suis très flatté et très intimidé aussi d'intervenir en introduction à ces journées de travail, car il me revient donc d'ouvrir et de provoquer. Je vais me saisir de l'opportunité pour proposer une réflexion sur l'idée de catastrophe et d'effondrement du monde, car elle est, il me semble, sous-jacente à la thématique qui nous rassemble. En introduction, je vais vous lire un court texte lié à mon exposition Arcadia qui vient de s'achever. Il s'agit d'un extrait du livre Cataclysmos, les mondes du premier homme, qui était exposé. En grec, Cataclysmos signifie déluge. L'exposition y était consacrée pour moitié. Un peu de chance. Oui. Alors voici le texte. Les eaux ont monté. Elles ont avalé, ça arrive de temps à autre, les civilisations. Les éphémères, parvenus au désamour d'eux-mêmes et fâchés avec l'idée du monde qu'ils sont faites, se réjouissent de l'idée de fin. Ils font tout alors pour que le déluge advienne. Ils s'efforcent à périr collectivement. Ils œuvrent à débarrasser le monde d'eux-mêmes à grandes eaux. Plus tard, d'autres éphémères apparaîtront, croîtront, feront du tapage et disparaîtront à leur tour. Le premier homme, à chaque fois, du haut de ces arcadiennes montagnes, s'émerveille de ses libertés. Je voudrais mettre en perspective nos catastrophes nombreuses, et notamment écologiques. Il y a, c'est mon propos, quelque chose de cyclique dans l'idée de fin du monde qui dépasse le mal-être contemporain. Les désertifications et les déluges font partie des mythes essentiels de l'humanité dès son origine, dès les premières traces écrites. Aujourd'hui, comme de temps en temps dans l'histoire longue, les eaux montent et les terres s'assèchent. Les villes côtières vont disparaître, New York et Venise érigent des protections et sans murs. Mais tôt ou tard, elles seront, comme l'ensemble de l'humanité, englouties. Partout, on se passionne pour la gestion des risques et on lutte. On reconnaît cependant le dérisoire de l'effort et l'inéluctable de la fin. Il semble que nous l'attendions, voire que nous la désirions, cette fin. Ce monde ne nous accueille plus et nous nous y voyons criminels, écologiquement coupables et donc malvenus. Par notre faute, les températures de notre milieu de vie et de notre planète dans sa totalité augmentent. Les glaciers fondent, le climat est déréglé, la majeure partie du vivant va disparaître. Nos activités quotidiennes poussent systématiquement à l'augmentation de consommation d'eau, de pétrole, de charbon et de forêt. Nous œuvrons,
tous ensemble, quotidiennement et en connaissance de cause, au désastre et à notre propre fin. L'imaginaire actuellement omniprésent de fin du monde est néanmoins plus grave, je crois, que la montée des eaux de quelques dizaines de centimètres. Que cette vision de fin fasse écho à un mythe plurimillénaire me semble hautement signifiant et peut permettre d'expliquer, enfin je crois, notre incapacité de réaction. Les plus vieux récits de l'humanité, ceux qui furent imprimés en cunéiforme sur les tablettes d'argile de Babylone, déjà, sont des récits de fin. En Mésopotamie, se sentant mal aimés des dieux, les humains d'alors, malheureux eux aussi d'eux-mêmes, se sentaient coupables d'exister. Conscients d'être éphémères, ils voyaient dans leur présence une erreur, et leur existence indigne n'était que résilience. Éphémères, mais donnant corps au principe de vie, les humains s'autogénèrent et croissent, ce qui s'avère un problème. Le poème du super sage le raconte. J'en lis un passage. Comme un taureau, le pays tant donnant de la voix que le dieu souverain fut incommodé par le tapage. Lorsque Enlil eut ouï rumeur, il s'adressa au grand Dieu. La rumeur des humains est devenue trop forte. Je n'arrive plus à dormir avec ce tapage. Commandez donc que leur vienne l'épidémie. Cependant, les humains, décidément pénibles et résilients, résistent dans leur vitalité. Ils continuent à pulluler, à accroître leur tapage et à augmenter leur riche rendement. Les grands dieux agacés dans leur bien-être se virent obligés de créer les sécheresses et les famines, et finalement le déluge. Puis finalement, je cite, « Les hommes ont rempli la mer comme des moucherons la rivière ». Le mythe a pour objet, sans doute, d'expliquer aux humains les causes des cataclysmes, de leur finitude, de leur souffrance, des maladies et des famines, et de leur enseigner l'humilité. Le déluge signifie la fin d'un monde, certes, physique assurément, mais spirituellement avec plus de certitude encore. Il y a aussi dans ce nettoyage à grandes eaux un besoin sanitaire qui nous permet d'espérer repartir à zéro. Le déluge ouvre la possibilité d'envisager une fin qui soit la possibilité d'un recommencement. Tout est périssable, mais les possibilités de changements radicaux subsistent. Ainsi, les libertés de penser, de rêver et d'espérer devraient pouvoir rester entières. Dans les lois, Platon érige ce principe de déluge en philosophie de l'histoire. Le cycle qu'il propose va systématiquement, pour les cités et les civilisations, de la vie à la mort, en passant par la dépravation. Cité, organisation civile, art, loi, et avec cela, la perversité en abondance disparurent, écrit-il. Les villes étant situées dans les plaines et en bord de mer furent alors détruites de fond en comble. Le cycle des mondes ainsi proposé va des sociétés complexes à la perdition par le déluge, puis à la renaissance par la simplicité et la pureté retrouvée. L'explication de la dépravation, laquelle génère les sécheresses et les catastrophes de toutes sortes, vient, elle, finalement, de la complexification exigée par la vie dans des cités de plus en plus populeuses. Se présente, dans ces vieux mythes, en quelque sorte, une ébauche de la théorie de l'effondrement des sociétés complexes conceptualisée par Joseph Tainter. Le dieu des dieux, Zeus, lui qui règne en s'appuyant sur les lois, écrit Platon, c'est dans les dernières lignes du Critias, compris, parce qu'il avait le pouvoir de connaître ce genre de choses, à quel point de dépravation en était venue une race excellente. Tôt ou tard, la complexité, l'accumulation de richesses et la démultiplication d'efforts pour l'ordre et le contrôle poussent à l'effondrement. L'Atlantide fut, pour cette raison, engloutie. Aujourd'hui, de nouveau, comme cela arrive nécessairement de temps à autre, l'eau monte. Nous l'avons, semble-t-il, bien mérité, du moins le fantasmons-nous. Depuis Gilgamesh et Babylone, Hésiode, Homère, Platon, la Bible, Allard ou Rousseau, se retrouvent à rythme régulier dans nos mythologies les idées de progrès, de désastre et de retour aux origines. Notre monde, sous tous les aspects, géopolitique et moral, autant qu'écologique et sanitaire, s'effondre. Nos constats de désastre
sont ceux d'un monde que nos valeurs ne parviennent plus à maintenir, cohérent, et qui, pour cette raison, ne nous convient plus. En même temps que nous déplorons l'apocalypse que nous créons, nous rejetons notre monde et rêvons déjà du monde d'après. Depuis la pandémie, nous parlons du monde d'avant, quelque chose a été perdu, et du monde d'après. Mais celui-ci n'existe pas encore, nous ne faisons que le désirer. Dans les mots de Michael Fossol, dans son Après la fin du monde, un monde que l'on est pressé de voir finir n'est déjà plus un monde. Dès lors que l'on en annonce la fin et que l'on a perdu la foi en lui, il ne peut plus être. Cette vie, dans la perte du monde et dans la perte de soi, est ce qu'il appelle la cosmicité. Celle-ci produit des empêchements d'existence bonne sur au moins deux manières fondamentales. Il y a d'abord la perte du présent, qui empêche toute possibilité de transcendance ou de satisfaction dans l'immanence. La vie se retrouve assujettie aux nécessités, aux contingences vidées de sens et de substance. Ainsi, la technique et la technocratie mécanique prennent de plus en plus de décisions de façon prédéterminée et indépendamment de nos expériences, voire se substituent à nos capacités de choix et de libre détermination de nous-mêmes. En pratique, cela produit l'accueil positif de la gestion légiférée et mécanique de nos vies. Et c'est là, sans doute, l'un des véritables dangers des abus de l'ingénierie ou de la soi-disant intelligence artificielle. La possibilité d'abandonner la responsabilité des décisions de nos vies à des processus qui nous échappent. Dès lors que nous n'avons plus de plaisir à l'aventure individuelle de l'existence, nous nous abandonnons. Il y a ensuite la perte de l'avenir. Face à la perte du monde, se constitue une nostalgie protectrice, celle d'un ordre ancien, fantasmé et illusoire. Il en découle un refus de toute nouveauté, une défiance à l'égard de l'inattendu, une peur vis-à-vis de tout changement et de tout progrès. Process bien décrit par Berger et Luckmann dans leur célèbre ouvrage « La construction sociale de la réalité ». Le réel se pétrifie et nous n'accueillons plus le possible. Pourtant, idéalement, je reviens au mot de Michael Fossol, la fin ne symbolise pas la disparition de la vie, mais l'inquiétude positive de devoir inventer des agencements dans lesquels il deviendra possible d'agir sans craindre le pire. Alors, de quoi la fin est-elle la fin ? Notre civilisation reposait tout entière et existentiellement sur l'idée de progrès et de projection, sur l'idée que nous nous assurions continuellement par notre activité des lendemains heureux. Pierre-André Targuieff a bien montré à quel point le culte de l'avenir et la foi dans le progrès représentent les deux piliers sur lesquels repose la religion civile des modernes. Aujourd'hui, tout s'est inversé. Nous ne pouvons plus appeler encore progrès ce qui, in fine, cause notre perte. Notre manière d'être au monde est le problème et nous n'avons pas de solution de rechange. Tout ce qui nous portait se dérobe à nous. Le bien-être matériel se révèle problématique et n'est plus ni disponible ni enviable. L'esprit d'entreprise, de projection et de toute puissance, notre capacité à contrôler, s'avère une illusion. Tout, jusqu'à la possibilité de notre survie, nous échappe. Nous avons tué le principe espérance et nous voyons, inconsolables et impuissants, s'imposer à nous notre inéluctable fin. Pire, nous savons que toute action de notre part accélérera notre disparition. Notre rapport à l'existence, l'idéologie, l'esprit qui le sous-tendent s'avèrent, face à nos mots, inadéquats. L'idéal matérialiste muta en idéologie techno-matérialiste ultra-aliénante. Il s'impose profondément à la totalité de notre conception du monde, ainsi qu'à nos modes de pensée et manières d'agir. Il est devenu inopérant en tant que système de libération, d'explication et d'aménagement d'une vie bonne. Pire, il nous enferme aujourd'hui dans un système de valeurs qui nous contraint à maintenir une dynamique destructive et suicidaire. Il nous empêche, par son dogmatisme, à imaginer des alternatives auxquelles nous pourrions véritablement aspirer. Encadré et limité par le rationalisme et le positivisme qui ont fait la modernité, notre mode de pensée constitue en soi notre limite de plusieurs manières. L'objectivité dite rationnelle d'abord, qui s'avère aujourd'hui illusoire,
spirituellement asséchante et inopérante, notamment pour faire face aux désastres multiples. Le technosolutionnisme, ensuite, dont l'omniprésence est vraisemblablement le marqueur le plus flagrant de la pensée... est vraisemblablement le marqueur le plus flagrant de la dynamique d'une pensée mécanique et spirituellement désengagée. Son process renvoie à une succession de réductions des réalités à des problèmes solutionnables, ce qui empêche un rapport au monde plus ouvert. L'omniprésente et liberticide logique de système et de contrôle, enfin. De son fait, nous vivons, sous couvert de rationalité, une existence systémique et contrôlée. Rien n'existe plus en soi, tout est assujetti à une idée générale. Nous vivons, in fine, indiscutablement, dans le système sociétal le plus abstrait, complexe et assujettissant que l'humanité ait connu. Comment donc réagir quand le monde d'avant ne convient plus et que nous ne savons rien du monde d'après? Car cela prendra du temps de passer de la perte au gain. Il nous faut un changement radical et changer enfin de mode de pensée. J'ai la certitude, écrit Jean-Luc Nancy, qu'il va se produire une nouvelle révolution spirituelle, que le temps est arrivé pour cela. Mais cela prendra peut-être 3 siècles. Bon. Il est donc très urgent, néanmoins, de changer d'aventure, et on pourrait, dans l'attente, tenter un retour au doute constructif, à la spiritualité et à la métaphysique. Expérimentée à fond, vidée de toutes ses possibilités, l'aventure techno-matérialiste n'offre, in fine, plus aucune réponse aux questions existentielles, et donc métaphysiques, auxquelles il nous faut de nouveau nous confronter d'urgence. Alors comment aujourd'hui nous libérer? Comment participer d'un nouveau projet de civilisation qui puisse être une alternative heureuse? On devrait donc tenter, à titre d'essai, remettre à l'endroit l'arbre de la connaissance et réactualiser la tradition métaphysique afin de nous sentir moins dépourvus face à l'immensité des questionnements. Sans doute, quoi qu'il arrive, faut-il commencer par rechercher l'humain de l'homme, expérimenter l'individu en chacun et en sa liberté pour pouvoir inventer un rapport au monde à renouveler et réaménager. Il nous faut, je crois, dans ces temps de catastrophes multiples, nous révolter contre le manque de créativité, de liberté et d'audace, nous consacrer, chacun, beaucoup plus à l'axiologie, c'est-à-dire à l'éthique et à l'esthétique, et réapprendre à rêver, chacun généreusement. Il est grand temps de réapprendre à voir l'univers et nous désaliéner de l'idée abstraite de système, qui est une peine que nous nous sommes nous-mêmes construite. Cela est plus vrai encore, je crois, pour l'art architectural, qui doit prendre soin, il serait temps, d'abord de nos âmes, en se préoccupant vraiment d'existences libérées, susceptibles d'ouvrir sur des avenirs poétiques désirables. Pour conclure, je vais vous lire un court texte qui fait pendant celui que j'ai lu en introduction. La scène se déroule juste après le déluge. Hop. Alors l'image représente évidemment une arche. Le premier homme s'émerveille, libre et au grand air, au milieu de l'intact, dans l'archaïque du temps et de l'espace, dans l'archaïque des matières et des mouvements. Il découvre partout des morceaux de monde possibles. Il se réjouit de l'évidence des beautés. Ce qu'il a n'est que brouillon de monade et soupe d'atomes, boue, broussailles et éboulements. Il contemple, il pressent des possibilités infinies. Il est enfin libre. Affirmer la possibilité de liberté nouvelle relève du domaine de l'architecture, et c'est essentiellement en ça qu'elle est susceptible d'influer véritablement sur le désastre civilisationnel en cours. Quoi que nous fassions, il est nécessaire de nous approprier avec conscience le sens de nos actions dans la certitude de l'insoumission. Je vous remercie. Voilà, je m'arrête là. Good morning, bonjour. Bonjour à tous. Je ne connais que 2 mots en français, bonjour et merci, donc je suis désolée. Je vais donc faire ma présentation en anglais. Mais avant de commencer, j'aimerais parler, vous remercier de la possibilité que vous me donnez de parler de mon sujet, mais j'aimerais vous montrer quelques photos qui viennent du Gujarat,
que nous avons étudié et documenté ces 3 ou 4 dernières années. Et vous voyez beaucoup de systèmes de conservation de l'eau qui viennent du passé, du XVIIe et XVIIIe siècle. Et au Gujarat, comme vous le savez, il y a pénurie d'eau, mais nous croyons à la préservation de l'eau. L'eau fait partie de la culture et l'eau fait partie des valeurs culturelles et régionales. Donc, il y a des structures. Est-ce qu'on a un pointeur pour... Voilà, merci. Si vous voyez cette structure, par exemple, ça fait partie d'un complexe de temples, là aussi, avec une centaine d'hôtels, et on pense que ces hôtels préservent l'eau. On les utilise à des fins différentes. Ici, vous voyez des escaliers, soit tout droit, soit hélicoïde. Et voici d'autres endroits. On pense qu'il y a des terres humides autour de l'eau. Et vous voyez ces espaces qui sont reliés à la mer, près du Gujarat, avec un temple. Donc, vous voyez la connexion de la mer et du temple. Et ça, c'est la porte de la ville qui relie au complexe du temple. Voici d'autres structures. Vous voyez par exemple ici où on a un dieu qui préserve l'eau. Il y a en fait beaucoup de systèmes de conservation de l'eau dans le Gujarat. En voilà un autre, et avec ici un puits. Et on descend de 3 ou 4 étages et l'eau est collectée dans cette structure et utilisée après. C'est de l'eau de pluie, elle est potable. Donc voici certaines des structures qui existent dans le Gujarat, mais aujourd'hui, je vais parler des virdas. Les virdas, les virdas sont également des structures très anciennes de la civilisation de l'Indus, la vallée de l'Indus, et ça a été fait avec des réservoirs pour recueillir l'eau, sachant qu'on a des pénuries d'eau dans cette région avec de grandes sécheresses. Mais les gens étaient conscients qu'on pouvait organiser la gestion de l'eau. Donc voici des éléments de ma recherche. Aujourd'hui, je vais parler des virdas ou virdas. Et dans toute l'Inde et dans beaucoup d'endroits du monde, nous avons vraiment des difficultés à recueillir et collecter l'eau. Et même lorsque les canalisations atteignent les villages, elles n'ont pas nécessairement de l'eau propre dedans. Mais en même temps, certaines communautés ont des systèmes d'eau traditionnels qui sont considérés comme obsolètes ou ignorés. Alors que la question, c'est que peut-on apprendre de ces systèmes locaux et comment ne pas les bloquer dans le passé, mais au contraire les utiliser pour l'avenir. Maintenant, quand on parle des pénuries d'eau dans les régions arides, je dirais que la récolte d'eau au fil du temps a permis de gérer ces pénuries. Et mon étude montre un système de collecte de l'eau autochtone, connu sous le nom de Virda, qui a évolué au fil du temps dans les prairies de Bani, au Kutch, dans le Gujarat. L'élevage est une grande occupation des gens locaux qui s'appellent des Madaris
Et l'agriculture n'est pas possible à cause de l'absence de pluie ou de la salinité du sol et de l'eau. Et on voit qu'il y a des connaissances traditionnelles qui remontent à il y a des siècles et qui est une technologie autochtone développée par les Matahari au fil des années ou des générations et qui est une méthode inscrite dans la culture. La qualité de l'eau des Virda est adaptée à... enfin, c'est de l'eau potable et nous proposons de faire des interventions scientifiques adaptées pour tenir compte de ces méthodes traditionnelles. Et pour parler des prairies de Bani, du Kutch, elles ont énormément de populations d'animaux comme le buffle bani, le bétail cangrège, les moutons, les chèvres, les chevaux, les chameaux, ainsi que des animaux sauvages. Le bani est souvent considéré comme une forêt protégée, déclarée en 1957, et il n'y a pas eu de transfert au ministère de la Forêt, du ministère de la Forêt au fisc, et les décisions concernent une zone qui fait quelques 2500 km², où les températures en juin atteignent 48 à 50 degrés. Et alors que c'est de 5 à -8 en décembre, janvier. Donc, entre juin et septembre, il y a très peu de précipitations, avec un coefficient de variation de 65%. Comme je l'ai dit, beaucoup d'espèces d'herbes, d'oiseaux. Donc ça, c'est un petit peu le contexte et vous voyez que l'eau est vraiment très importante dans ces prairies. Il y a 48 installations humaines, près de 40 000 personnes et qui vivent surtout de l'élevage. Lorsque nous voyons la carte, la région de Bani a beaucoup de villages avec beaucoup de virdas faits par les communautés Maldari. Il y a plus de 150 virdas et voilà la carte des virdas avec des points bleus qui mentionnent les villages qui ont fait ces virdas pour leur communauté et pour leurs animaux. Alors, pour analyser les virdas du point de vue technique et social et quels sont les éléments qui peuvent être utilisés pour l'avenir, nous pensons qu'il y a un contrat hydrosocial entre les gens et les animaux, ou la faune et la flore. On peut donc élaborer des stratégies qui peuvent répondre mieux à l'écologie locale. Pour examiner ceci, nous avons suivi une méthode simple en 3 parties. D'abord, une cartographie et l'observation du site avec des croquis GPS, des mesures de taille, de base et de position, en notant les signes locaux indiquant leur emplacement,
tels que l'herbe plus épaisse, la couleur du sol, la croûte de sel moins importante ou les traces d'animaux. Ensuite, la deuxième partie, ce sont des entretiens guidés avec d'anciens Maldari, des creuseurs de la région, parce que c'est fait par les gens des communautés. Donc, c'est une activité de la communauté qui crée ces structures. Et puis, vous avez les géomètres locaux. Nous avons vu aussi quelles sont les règles et tous les éléments de preuve. Et nous avons aussi un rapport sur l'écologie de la région de Bani en comparant différentes méthodes. Et toutes ces preuves sont recoupées et examinées sous 3 angles: technique pour voir le fonctionnement du système, institutionnel pour voir le mode de gestion et éthique pour voir comment les besoins non humains et pratiques sont pris en compte. Si vous voyez ici, ça, c'est les conditions de sécheresse des Virda dans le bassin de rétention. Et voici un Virda qui sont faits avec des herbes locales qui sont disponibles dans la région. Voici le processus de construction. Les gilles ont 3 à 4 mètres, donc ça les rend pratiquement plats. Et vous voyez ces petits trous ou ces petits puits qui descendent de 2 à 3 mètres dans le sol, mais le taux de salinité est assez élevé à cet endroit. Voici une carte qui montre le fonctionnement, le village, et près de chaque village ou de chaque communauté, on fait ici, ce que vous voyez, ce sont les gilles qui sont plus grands, et à l'intérieur, vous avez des virdas qui sont proches du village. Donc, les villageois peuvent y aller à pied, amener les animaux, chercher de l'eau et la rapporter. Les virdas ont 40 à 50 pieds de profondeur et ils sont regroupés en gilles avec 15 000 à 30 000 pieds cubes de sol qui permettent de créer ces gilles et ça permet la collecte de l'eau. Voici le processus de construction. Tous les étés, quand l'eau s'est asséchée, il y a ce processus. La construction d'une virda est généralement faite en 2 jours par 4 ou 5 personnes qui travaillent ensemble. Et pour construire les virdas, on choisit un endroit à l'intérieur d'un gil et un puits circulaire est creusé à la main. Et puis, vous voyez là dans cette photo, les puits sont organisés et les virdas sont ensuite recouverts de sol, de terre. La partie supérieure de 60 cm à 1,20 m de profondeur est couverte de sol. Et vous voyez ici que ce n'est fait que par les communautés qui, tous les ans, fabriquent des virdas ou les réparent, les entretiennent. Maintenant, la description du mécanisme d'extraction de l'eau. C'est l'eau pour le bétail, par exemple, ici, avec une méthode de canalisation pour le bétail.
Et comme vous le voyez ici, l'eau est extraite en utilisant des paniers en cuir ou d'autres paniers afin de retirer de l'eau. Voici une cartographie et comme vous voyez, il y a ces trous qui sont reliés au GIL plus général et qui est en général entouré d'herbes et d'arbres pour limiter l'évaporation de l'eau. Ici, c'est une analyse générale de l'Institut de recherche des zones arides du Gujarat, qui analyse le pH, la conductivité électrique et les solides, la totalité des solides dissous, le sodium et le chlorure. Et comme vous voyez, en bas, vous avez l'alimentation en eau à 7,53 et 8,01, alors que les Virdas sont à 7,18 ou 7,10 en pH. Et vous voyez donc que l'eau est potable pour la communauté et importante pour eux. Les photos précédentes, c'était de l'été. Maintenant, c'est la mousson. Et vous voyez un GIL qui récupère toute l'eau. Ça, c'est à l'époque de la mousson. Et la question maintenant, c'est comment maintenir ou quels sont les enseignements à tirer de cela pour que les Virdas continuent à fonctionner correctement. La politique et les stratégies sont importantes avec une analyse des risques comme la salinisation ou les animaux qui piétinent trop. Mais ceci est indispensable à la vie des gens et il faut donc comprendre les risques et en tenir compte. Et l'un des risques, c'est la perte des connaissances et le stress climatique. Mais nous voulons maintenir ce qui fonctionne. Les principes techniques sont simples, la conception aussi. Et la filtration et l'eau restent utiles. Il n'y a que de petites améliorations qui sont nécessaires. Donc on peut construire des puits en petits groupes à l'intérieur des GIL, mais la gouvernance et les politiques ne sont pas claires alors que l'on pourrait utiliser ce système si simple. Il faudrait des outils pour entretenir et réparer les Virdas, mais qui ne coûteraient pas cher. Et les résultats sont visibles sur les sites. On peut donc avoir des plans pour les périodes de sécheresse. En conclusion, nous essayons de souligner que les Virdas représentent un contrat hydrosocial, non seulement entre les êtres humains, mais également avec des espèces non humaines et des systèmes écologiques. Et c'est basé sur le comportement des animaux, l'infiltration des sols, les microtopographies, pour créer une eau commune qui correspond aux besoins des êtres humains et des animaux. C'est une survie collaborative, comme dit Anat Singh. Et en conclusion, ce document montre que les Virdas ne sont pas simplement un objet du passé, mais un modèle pour l'avenir.
Il faut qu'on repense l'eau non pas comme un produit ou une infrastructure, mais comme une relation entre la terre, le climat, la communauté, et qui représente plus que la vie humaine. Et ce faisant, on a des outils conceptuels et pratiques qui permettent d'avoir des systèmes hydrauliques avec des seuils écologiques et une mémoire socioculturelle. C'est une alternative dont on a rapidement besoin dans un monde qui se réchauffe. Merci beaucoup. Notre région d'études concerne le Khouzestan, au sud-ouest de l'Iran, ici. Il représente 3 à 4% de la superficie totale du pays, 33% des eaux de surface, avec 7 grands barrages, assurant environ 16% de la production électrique du pays. Ce sont donc des chiffres considérables qui expliquent en partie le rôle central du Khouzestan dans l'hydropolitique actuelle, mais aussi historique. À l'échelle régionale, on voit clairement 3 types de paysages, 3 écorégions plus précisément, 3 modes d'occupation des sols et 3 types d'économies qui vont avec. Les archéologues ont constaté que dans une fourchette de 8000 ans avant Jésus-Christ, il y avait un déplacement progressif des grands fleuves vers l'ouest. Dans cette fourchette se trouvent en parallèle les premières étapes de la sédentarisation et de l'agriculture irriguée de la Perse. Alors cette donnée nous intéresse particulièrement parce qu'elle nous sert comme une grille de lecture du territoire pour observer les rapports entre l'habitat, l'économie et l'homme. Sur les 2 cartes qui suivent, on voit la diversité paysagère entre les contreforts et pentes herbeuses, les basses plaines centrales, là où la civilisation vraiment s'est développée, on voit des sites archéologiques remarquables, et les régions marécageuses et les dunes de sable au sud vers le golfe Persique. En me basant sur les données des archéologues et des historiens allant de 6000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à l'Antiquité tardive, c'est-à-dire à la fin de la période sassanide, en 650 après Jésus-Christ, j'ai constaté une évolution des rapports de l'homme au sol et à l'eau que je vais vous expliquer de manière synthétique. Alors, tout d'abord, une grande échelle territoriale. Dans une grande échelle territoriale, nous avons, comme déjà dit, un déplacement progressif des grands fleuves vers l'ouest, la variété climatique, les inondations, les sécheresses et l'instabilité des systèmes fluviaux qui ont provoqué une réorganisation constante des établissements humains, c'est-à-dire une occupation de l'espace de manière intermittente qui, sur le plan économique, est accompagnée par des modes de vie flexibles, c'est-à-dire le pastoralisme mobile et agriculture semi-sédentaire. Et tout cela continue jusqu'à l'émergence des premières cités-États ilamites et de l'agriculture irriguée. Ensuite, vers la fin de la période ilamite, au premier millénaire avant Jésus-Christ, nous voyons apparaître les premiers systèmes d'irrigation à grande échelle. Le cas de la plaine agricole de Shushtar illustre bien ces processus naturels et culturels. Sur cette carte, nous avons le développement du bassin de drainage du fleuve de Karun entre le 6e et le 4e millénaire avant Jésus-Christ,
Les populations de la région vivaient de manière dispersée et semi-permanente, pratiquant une agriculture basée sur l'inondation et un petit élevage de moutons et de chèvres. L'occupation se densifie réellement au cours du deuxième millénaire jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ. Au début du premier millénaire de notre ère, l'irrigation par un réseau de canaux est déjà très développée et a modifié la morphologie des paysages. Alors, deuxième niveau d'interaction se passe à l'échelle urbaine. Dans la région du Khouzestan, nous avons le système hydraulique historique de Chouchtar, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce patrimoine est composé ce paysage patrimonial est composé de 2 cours d'eau qui délimitent et dessinent les contours de la ville, de la plaine plutôt, à savoir le fleuve de Karun ici et le canal artificiel de Gargar ici à droite. Ensuite, nous avons le canal d'alimentation de Darioun, qui vient du nom de Darius, le roi achéménide, avec tout son réseau de canaux associés à ce canal principal. Enfin, il y a les infrastructures et les ouvrages hydrauliques qui étaient chargés de réguler le débit des eaux. Et ici, nous avons une coupe schématique de l'écosystème patrimonial de l'eau avec les sous-sols habitables, ici, avec les sous-sols, différents niveaux de sous-sols habitables, donnant accès à l'eau, soit directement sur les berges, soit par les canaux. Un point qu'il faut mentionner, c'est que l'accès à l'eau n'était pas démocratique. Avoir un accès direct depuis le sous-sol de la maison dépendait du niveau économique du foyer. Mais cela ne signifiait pas être entièrement privé de ces espaces rafraîchissants. En effet, il existait des sous-sols publics et gratuits fournissant des espaces de repos à l'abri de soleil qui pouvait atteindre 50 degrés pour les foyers modestes. Chouchtar, comme l'ensemble des villes de Khouzestan, est marqué par un paradoxe environnemental entre un climat aride et un socle humide par la présence du fleuve de Karun et le fleuve de Karun et ses affluents. Pourtant, le passage du Grand Karun ne signifie pas un accès facile à l'eau. Comme on voit ici, la ville s'est développée sur une falaise, sur une roche, sur un plateau rocheux. Résultat, c'est que la plupart des cours d'eau de la plaine sont situés à un niveau inférieur à celui des villes. Ce problème a été surmonté à Chouchtar à travers un réseau de barrages et de ponts pour stocker et niveler l'eau avec les terres agricoles plus au sud. L'eau faisait également tourner les roues d'une cinquantaine de moulins à eau. Alors, à l'échelle de l'habitat, on voit une organisation spatiale autour de l'eau qui permettait autrefois de vivre en grande partie sous terre, ce qui donnait une certaine autonomie par rapport à la surface et tout ce qui se passait à la surface, par exemple les intempéries, les guerres et tout ça. Ce mode d'aménagement offrait aussi un vrai avantage climatique en utilisant l'eau fraîche de la rivière et les températures stables du sol. Les habitants pouvaient maintenir des conditions agréables, même quand on avait 50 degrés à l'extérieur. À part des avantages thermiques, ces espaces souterrains avaient une fonctionnalité sociale,
que je peux développer plus tard lors des discussions. Autre point qu'il faut mentionner ici, c'est qu'au début de la modernisation de la ville, ces sous-sols habitables ont posé des problèmes sanitaires et hygiène, parce qu'ils dépassaient les parcelles habitables. Voilà, pour en discuter plus tard. Ici, nous avons la coupe d'une maison de Schuster qui donne directement sur le canal Gargare avec ses différents niveaux de sous-sol. Normalement, on avait deux niveaux au sous-sol. Et on voit aussi les rattrape-vents pour aérer. Dans cette étude, je cherche à comprendre le modèle de la gestion de l'eau dans l'Antiquité, dans la plaine historique de Souziane. La première grande phase mise en évidence est une période que j'appelle naturelle, qui va de la préhistoire au 5e millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, l'intervention physique des sociétés sur les plans d'eau était vraiment minimale. Ce sont surtout des phénomènes naturels comme le déplacement des fleuves, les inondations et les sédimentations successives qui ont façonné les paysages et provoqué les déplacements humains. C'est justement cette dynamique que j'appelle une valse entre fleuve et les populations. Elle conduit à un mode de vie très adaptable, fondé sur le pastoralisme mobile et une agriculture dépendante des pluies. Ce mode de vie est encore visible chez les nomades Bartieri. Chez les nomades Bartieri. Excusez-moi. Progressivement, dans la région centrale de la Souziane, les premiers villages agricoles apparaissent et une sédentarité durable commence à se mettre en place. Mais cette installation n'est pas linéaire. Lors des crises environnementales, les communautés adoptaient temporairement des modes de vie plus flexibles. Alors, une fois cette phase de transition dépassée, on voit apparaître un impact humain beaucoup plus fort, surtout entre le premier millénaire avant notre ère et le premier millénaire après, notamment à la période sassanide, donc vers 600 après Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là que les populations commencent à intervenir massivement sur leur environnement, notamment pour cristalliser le lit des fleuves et mettre en place de véritables bureaucraties de l'eau au Khouzestan. Le rapport à l'eau devient alors beaucoup plus actif et maîtrisé. On peut qualifier cette gestion, ce type de gestion de l'eau dans cette période, notamment comme féodale, capitaliste, légitimiste, discriminatoire et porteur d'éléments identitaires et culturels. Alors, la comparaison de ces caractéristiques avec celles d'aujourd'hui nous amène sur 3 points suivants. Il y a la question d'échelle et de proportion des ouvrages, la présence ou l'absence d'une approche écosystémique et la forme de la gouvernance. Finalement, puisque c'est une région par son contexte c'est une région qui, par son contexte environnemental exceptionnel, a permis la politisation de l'eau. Les questions qu'il faut se poser sont plutôt de l'ordre politique et économique, non pas de simple technicité des ouvrages. Si nous considérons les périodes achéménides et sassanides comme les périodes remarquables de l'Antiquité dans le domaine de l'agriculture
et de la gestion de l'eau. La similitude de ces derniers avec notre époque concernant la gestion de l'eau politisée et la domination de la bureaucratie est vraiment frappante et nous rappelle la remarque de C.S. Lewis sur laquelle je termine ma présentation. Ce que nous appelons le pouvoir de l'homme sur la nature s'avère être un pouvoir exercé par certains hommes sur d'autres hommes avec la nature comme instrument. Je vous remercie. Bonjour, my name is Adrija Dey. Bonjour, je suis Adrija Dey. Je suis de l'université CEPT d'Inde et je vais parler de Saumur, appartenance et territoire éphémère, paysage salin autochtone du désert. Ma recherche montre la connexion entre les connaissances autochtones et les communautés produisant du sel qui transforment les paysages par des pratiques spatiales. J'ai découpé ma recherche en 3 grands objectifs. D'abord, pour documenter les méthodes de production traditionnelles de sel. Ensuite, avec 2 études de cas, ça m'a permis de comprendre les techniques écologiques et d'adaptation que les communautés utilisent pour produire du sel. Ensuite, je veux étudier les attributs tangibles et intangibles comme les matériaux, les dispositions spatiales, les rituels, les mythes, etc., qui influencent les abris éphémères des paludiers. Et troisièmement, voir comment ces communautés créent des espaces qu'elles occupent, marquent et transforment. Pour commencer, j'ai lu sur la relation entre les êtres humains et la nature et comment les paysages ne sont pas juste des espaces vides où les gens habitent, mais qui sont façonnés par les interactions entre les gens. Pour les communautés produisant du sel, la production de sel n'est pas juste un mode pour gagner de l'argent, mais c'est aussi lié à la culture, la tradition et la survie. Et les paysages ne sont pas juste des contextes généraux, mais façonnés par les interactions humaines quand les gens vivent dedans. Et c'est pas simplement quand ils construisent des maisons permanentes. Et j'ai étudié la réalité de la production de sel en Inde. J'ai étudié les réalités historiques et actuelles de la production de sel, qui est important en Inde, culturellement, économiquement et politiquement, qui est passé donc de méthodes traditionnelles à une production industrielle. Il y en a au Gujarat, au Tamil Nadu, au Rajasthan. En ayant vu l'importance du sel, il faut maintenant voir les communautés qui les produisent, ceux qui vivent et travaillent en harmonie avec ces paysages. Il y a 2 communautés, les Agarias du Kutch et les paludiers du lac Samba au Rajasthan. Ils ont des modes de vie différents. Malgré leur connaissance, ces communautés ont de nombreux défis avec des conditions difficiles et les risques de santé liés à l'exposition au sel. Ma première étude pour les Little Run de Kutch au Gujarat faisait partie de la mer d'Arabie il y a longtemps et ça s'est transformé en un désert de sel saisonnier après un tremblement de terre avec un terrain marécageux mais riche en sel. Et la production de sel a commencé après la mousson. Les Agarias construisent des puits de saumure, pompent l'eau et puis au fil des mois, le sel se cristallise et est récupéré à la main.
Pour vous voyez la construction d'abris temporaires. Ma deuxième étude, c'est le lac Sambar dans l'est du Rajasthan, qui est une dépression tectonique. Et ça utilise de l'eau saline alimentée par la mousson. Les travailleurs suivent la salinité et récupèrent à la main. Et ils vivent dans des lacs individuels avec un village à proximité que j'ai documenté. Pour comprendre comment ces communautés tiennent compte de l'environnement, j'ai essayé de voir quels étaient les paramètres tangibles et intangibles qui déterminent leur pratique spatiale. Et en regroupant ces paramètres avec leurs pratiques, j'ai vu comment chaque élément influence les autres, avec le besoin d'optimiser l'eau. La culture joue un rôle essentiel dans ces pratiques. Maintenant, pour les paramètres tangibles, au Kutch, les communautés reposent sur l'eau des nappes phréatiques qui est saline. Au Kutch, les abris temporaires sont alignés au sol et les installations ne sont pas complètement permanentes. Au Kutch, les frontières sont définies par des marqueurs physiques, alors qu'au Kutch, au Sambar, elles sont plus formalisées. Au Kutch, il y a des modes de migration selon les saisons, d'octobre à mai, tandis qu'au Sambar, la migration est plus stable, avec des infrastructures semi-permanentes. Au Kutch, les abris sont construits avec des matériaux légers et transportables, tandis qu'au Sambar, les matériaux sont plus variés. Maintenant, pour les paramètres intangibles, ils ont à peu près les mêmes selon les deux communautés, avec des connaissances héritées des générations anciennes et le savoir-faire des familles. Ils ont les mêmes tabous et les mêmes moments pour commencer le travail et le même genre de relation à la terre. Ils ont des valeurs de résilience, de coopération qui les relient à une déesse avec des rituels quotidiens qui sont importants au niveau des frontières. Ils reposent sur une connaissance écologique traditionnelle. Pour conclure, les paysages sont déterminés par un système de culture, de pratiques écologiques et spatiales, et ça permet de répondre au changement climatique. Mais les interventions externes avec ces structures semi-permanentes changent un peu les valeurs traditionnelles. Les paludiers ont une intelligence de l'environnement qui est remarquable et leurs logements vont contre les idées d'installation permanente. Et finalement, ce travail permet de montrer comment
On peut traiter un sol fertile, non pas par la permanence, mais par des pratiques indigènes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Salim Zniber, je suis architecte urbaniste et comme l'a dit Aïda, je vais vous présenter aujourd'hui un écosystème, celui des oasis au Maroc, et comment du coup on peut apprendre de ce système territorial millénaire qui est à la fois agricole, hydraulique et social, et comment du coup ça peut éclairer nos pratiques d'aménagement dans des milieux arides. Tout d'abord, si je remets un peu en contexte, cette recherche elle a d'abord commencé par un constat de l'importance de la sécheresse dans les débats aujourd'hui au Maroc. C'est une problématique qui est majeure depuis des décennies et qui affecte profondément l'économie locale, que ce soit au niveau de l'agriculture et au niveau des ressources en eau. Et l'été 2024, quand j'avais commencé ce travail, c'était marqué par une série de mesures qui visaient à sensibiliser la population, que ce soit la fermeture des hammams, des campagnes éducatives et des recommandations pour limiter la consommation en eau, et qui fait qu'on avait donc tous les débats publics qui étaient concentrés sur cette notion de sécheresse. Mais en fait, cette crise, elle n'est pas du tout récente, elle s'inscrit dans une trajectoire qui est beaucoup plus ancienne et qui est liée aux choix de gouvernance agricole et de gestion hydraulique qui sont hérités du protectorat. En fait, le protectorat français a considérablement modifié le rapport que le pays a à l'eau, qui du coup était de base considéré comme un bien commun, comme un bien commun de gestion collective, et qui petit à petit est devenu une ressource économique exploitée de manière intensive et extractiviste. En fait, sous le protectorat, le protectorat français va développer les régions, donc ici du Ralb et du Souss, pour en faire des régions agricoles en suivant le modèle californien des années 50 et pour inciter des colonies agricoles à venir s'installer dans ces endroits-là. Et ça a favorisé du coup la culture d'une agriculture intensive de forte valeur ajoutée comme les tomates cerises et les fruits rouges qu'on retrouve encore dans les marchés français aujourd'hui, et qui du coup sont des cultures très consommatrices en eau dans un pays qui, comme on le voit ici, est en sécheresse exceptionnelle. Et pour faire face à cette agriculture intensive, on a fait recours à un technosolutionnisme, donc la construction de grands barrages notamment, depuis les années 30, qui a un peu été la politique de l'État pendant des dizaines d'années et qui a été poursuivie après l'indépendance sous le règne du roi Hassan II, durant les années 70, avec donc cette politique de grands barrages qui a été poursuivie. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que l'agriculture intensive, c'est plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre, et ça questionne du coup la viabilité de ces systèmes de production actuels et la gestion des ressources en eau. Aujourd'hui, l'épuisement des nappes phréatiques au Maroc, ça nous pousse à revoir les systèmes de production actuels et voir surtout quelles sont les solutions qu'on peut apporter au pays. Et en fait, si les solutions étaient déjà existantes et si elles étaient ailleurs, notamment au désert et dans les infrastructures hydrauliques associées à l'écosystème des oasis. Donc en fait, cet écosystème, il est né de par l'infrastructure hydraulique qui vient le créer. Et pendant des siècles, il a formé une véritable infrastructure de défense contre le désert. Et il devient aujourd'hui donc des lieux qui deviennent de plus en plus désertés de par l'exode rural et qui se transforment de par le manque de gestion en des lieux désertés et des déserts. L'idée de cette recherche, elle a commencé un peu par appréhender le territoire comme une lecture territoriale guidée par les lignes. Et l'idée, c'était de révéler un peu les oasis comme une infrastructure. Ces infrastructures-là, elles sont conditionnées par des lignes à la fois immatérielles, que ce soit les déplacements humains, des déplacements des caravanes, les déplacements des sociétés de transhumance, des nomades, les anciennes traces d'occupation du sol, mais aussi des lignes matérielles, que ce soit donc les infrastructures hydrauliques comme les qanat, les segia et les khtarat. Mais en fait, quand on voit les oasis dans le territoire, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une ligne territoriale qui vient se dessiner. En fait, si ça apparaît comme ce qu'on voit en rouge ici dans la carte, comme des points isolés dans le territoire, si on les relie, ça forme une sorte de ligne, une ligne continue qui forme une parallèle à la barrière de l'Atlas qu'on voit juste ici. Et en fait, cette ligne, elle agit comme une frontière écologique au sud du pays. Elle va un peu constituer une frontière jardinée qui va arrêter l'avancée du désert et donc stabiliser les sols dans cette région-là.
Les oasis, ça fonctionne un peu comme des nœuds reliés entre eux qui forment une constellation, et donc cette frontière écologique jardinée, et qui va donc faire une sorte de dispositif collectif contre la désertification. Les oasis vont fonctionner les unes avec les autres pour stabiliser les sols, permettre l'agriculture et contenir l'avancée du désert. Et ce système, donc comme je l'ai dit, il fonctionne en parallèle avec la ligne de l'Atlas qui, elle, va venir donc arrêter les tempêtes de sable et contribuer à réguler le climat. Et donc finalement créer cette ligne, cette frontière entre les terres fertiles du nord du Maroc et le désert au sud. Et pour expliquer cette ligne, il faut revenir à son point de départ, qui est la date. Et la date, par son noyau qui est venu du Proche et Moyen-Orient, donc du croissant fertile à l'Antiquité, et qui, comme on le voit, si on superpose la zone de répartition du palmier dattier et les zones arides, on observe une correspondance de ces deux milieux. Et ce qu'on comprend, c'est que les oasis à palmier dattier sont principalement présentes dans les zones arides grâce à ce fruit et grâce à cette date qui a été transportée durant des millénaires par les sociétés de nomades qui ont traversé l'Afrique du Nord et qui ont transporté ce noyau-là. Et avec cette date, c'est tout un savoir-faire qui s'est diffusé, celui de concevoir, de construire et de gérer les oasis comme une infrastructure. Parce que dans l'imaginaire collectif, une oasis, c'est un lieu où la nature s'offre à nous un peu comme spontanément, mais comme une apparition au milieu du désert. Mais en fait, cette représentation, elle est assez trompeuse. L'oasis, ça n'a rien d'un surgissement naturel, c'est un paysage qui est construit. C'est un artefact agricole, et c'est un travail collectif de la terre, et une planification et un entretien constant. Elle repose sur un système agroforestier qui a pour ossature le palmier, et qui fonctionne un peu à la manière d'un bocage qui vient entourer les parcelles agricoles, et qui permet donc de créer un microclimat de par l'ombre et la canopée qu'il vient créer pour donc avoir une agriculture diversifiée en dessous, et qui par ses racines permet de retenir le sol. Et donc c'est ce qu'on se rend compte que les palmeraies permettaient de retenir le sol et donc d'avoir des milieux productifs en pleine aridité. Et ce que ces palmiers permettent aussi, c'est d'avoir une économie phénicole, donc d'export et de production de dattes, qui fait le support économique de toutes les oasis. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette économie elle est fragilisée. Seul un tiers des palmiers marocains demeurent productifs. Et ce qu'on remarque avec la perte de cette productivité, donc l'exode qu'elle engendre au niveau des oasis, c'est que chaque année, c'est 24 millions de tonnes de terres fertiles qui disparaissent sous l'effet de la désertification. Et en un siècle, le Sahara a avancé de plus de 250 km. Une oasis, ça fonctionne aussi selon un système d'interdépendance, eau, habitat et palmeraie. L'eau va rendre la vie possible, donc elle va permettre l'irrigation, elle va irriguer les cultures. La palmeraie, comme on l'a vu, elle va générer ce microclimat et permettre d'avoir des ressources économiques suffisantes pour l'établissement de l'habitat et donc de la présence humaine qui va organiser le sol et entretenir les parcelles. Et la perturbation d'un seul de ces éléments va venir déstabiliser l'ensemble. Et c'est cette fragilité systémique qu'on remarque aujourd'hui au niveau des territoires oasiens. L'organisation de chaque oasis dépend également de son rapport à l'eau et du rapport qu'il a avec la montagne. Comme on le voit du coup avec l'oasis de Marrakech ou celle de Skoura, ces deux oasis captent les eaux des hauteurs grâce à un système, à une infrastructure vernaculaire qui est celle d'Ertara. En fait, c'est un réseau de puits séparés de 10 mètres qui capte les eaux des nappes phréatiques en hauteur et qui permet de les acheminer grâce à une galerie souterraine en pente douce, environ 2%, jusqu'à un bassin de sortie. Et donc les puits d'entretien témoignent de la présence humaine et de son lien important avec cette infrastructure, car ils nécessitent un entretien régulier pour pouvoir fonctionner. Les oasis plus situées dans les piémonts, eux, vont détourner l'eau des rivières grâce à des segias. C'est l'équivalent des qanats qu'on peut retrouver par exemple en Iran, et qui sont associés à des ponts, à des répartiteurs, à des galeries souterraines, et qui permettent d'acheminer les flux intermittents même quand le lit de la rivière est à sec. Et qui permettent du coup d'irriguer les cultures et les palmeraies. Mais en fait, leur efficacité, elle repose sur un entretien également régulier qui est indispensable pour éviter l'envasement. Le problème aujourd'hui, c'est que ces infrastructures millénaires qui ont permis la formation des oasis et leur
Et leur apogée font face à la modernisation que j'ai évoquée en introduction, avec donc l'agriculture intensive et l'urbanisation rapide qui fait passer ce bien commun à une ressource à extraire et qui fragmente du coup cette ligne oasienne. L'oasis de Marrakech, c'est un peu ce premier cas qui représente cette transformation radicale. Donc pour ceux qui connaissent Marrakech, c'est une ville donc au sud du Maroc, mais historiquement c'était une oasis aux portes de l'Atlas et qui aujourd'hui est composée simplement de sa palmeraie. Historiquement, on avait des villages, des parcelles agricoles et le seul reliquat de cette oasis aujourd'hui est la palmeraie qui est présente à l'entrée de la ville de Marrakech et qui est en train de disparaître aujourd'hui progressivement au profit du développement urbain. Notamment du développement touristique qui transforme du coup ces parcelles agricoles en complexes hôteliers. Mais historiquement, Marrakech, c'est une ville verte, c'est une ville oasis, c'est une ville de palmeraies et de jardins, et c'est un visage, comme on le voit dans ces photos, qu'on retrouve difficilement aujourd'hui. En fait, depuis le protectorat, la ville s'est étendue au-delà de ses remparts au nord-ouest, au détriment du coup de sa palmeraie qui constituait comme une sorte de ceinture verte autour de la ville. Le quartier colonial de Guéliz, il va donc s'implanter sur des terres agricoles, il va débuter la disparition progressive de la ceinture verte de la ville. Et petit à petit, la ville va perdre ses jardins intra- et extramuros, et le quota d'espace vert par habitant va passer de 60 mètres carrés à 2 mètres carrés en même pas un siècle. Et donc dans les quartiers majoritairement construits depuis les années 80, qui sont majoritairement populaires, le végétal, il n'est pas du tout intégré dans la planification urbaine de l'espace public et il représente moins de 2% de l'espace aménagé. Et la palmeraie, elle aussi, elle est frappée par ce paradoxe. Elle voit donc son vert passer au rouge. Le sol, qui était autrefois florissant et productif, devient aujourd'hui de plus en plus aride et artificialisé. Et c'est les palmiers qui du coup tombent les uns après les autres avec plus de 4000 hectares qui sont perdus face au développement urbain depuis les années 86. Et en fait, ce déclin de l'oasis, il se dédouble d'un phénomène de marchandisation de la ville de Marrakech qui du coup tombe dans une image de marque. De la ville verte, on passe à la ville ocre, à la ville rouge. C'est l'image un peu qu'on connaît aujourd'hui de Marrakech avec donc les teintes qui sont imposées aux nouveaux édifices et son architecture de terre. Et finalement, c'est une attitude qui trahit une attitude commune à l'échelle du Maroc, celle de se fabriquer comme une destination touristique orientaliste, quitte à s'adonner au pastiche et à l'exotisme, au détriment des véritables composants de ce territoire. Aujourd'hui, la palmeraie, c'est devenu une attraction majeure pour la ville, mais les enclaves verdoyantes des hôtels, ils viennent surtout assécher l'oasis mer et puiser dans les ressources hydrauliques déjà précaires, et du coup alimenter un urbanisme déconnecté des réalités locales. Et surtout, on perd l'agriculture dans ce milieu-là. Autrefois, donc l'épine dorsale de ce système oasien, c'était les villages, les douars, qui du coup permettaient d'entretenir les sols et d'entretenir les palmiers et d'avoir une agriculture au sein de ce milieu qui était même nourricière pour l'ensemble de la ville de Marrakech. Et aujourd'hui, la palmeraie peine à assurer une simple agriculture vivrière pour les habitants de ces douars, qui du coup sont soit expropriés pour les transformer en hôtels, soit qui quittent eux-mêmes leur village. Et en fait, l'histoire et l'avenir de la palmeraie, c'est une histoire hydraulique, parce que paradoxalement, les sociétés oasiennes, en s'implantant dans des zones arides, étaient des sociétés hydrauliques, donc qui ont su détourner l'eau d'une manière ingénieuse pour subvenir à leurs besoins. Et Marrakech s'est construit par ce réseau, ce filament de Rtara qu'on voit donc dans le paysage ici en bleu, qui détourne du coup l'eau de l'Atlas, qui vient le capter des hauteurs, et qui fabrique une véritable matrice de la fabrique urbaine de la ville. Et aujourd'hui, donc ce réseau hydraulique, il tombe dans l'obsolescence et il devient de plus en plus oublié. Et c'est une des raisons majeures de la perte de cette infrastructure verte autour de la ville. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les exutoires hydrauliques de ces infrastructures, c'était bien plus que de simples ouvrages techniques. Donc en fait, à chaque quartier avait son bassin qui permettait donc de rediffuser l'eau, soit dans les hammams, soit dans les mosquées pour différents usages. Mais ces ouvrages, c'était plus que des ouvrages techniques, c'était des lieux de vie sociale et économique, qui étaient des lieux de rassemblement et de gestion collective. En fait, la gestion de l'eau, elle se faisait sur le principe de la jma, qui veut dire collectivité en arabe. Et en fait, c'était une assemblée de sages qui se rassemblaient les vendredis après la prière et qui garantissait une répartition équitable de l'eau selon un système communautaire.
Et en fait, c'est la disparition de ce mode de gouvernance depuis le protectorat qui est devenu l'un des facteurs majeurs du déclin des oasis. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit auparavant, l'oasis, c'est avant tout une communauté. C'est un paysage et sans entretien, sans gouvernance partagée, ces infrastructures vont s'effondrer, son paysage, il se fragmente. Cette fragmentation du paysage, elle fait écho au cas de Aïs Ben Heddo, une oasis rurale du coup, qui est située à 200 km au sud de Marrakech en traversant l'Atlas, et qui, quant à elle, dépend exclusivement de ces séguias, donc ce réseau de canaux qui vient donc détourner l'eau de la rivière, qui est assez fragile et imprévisible. Et en fait, si elles ne sont pas entretenues, les séguias, elles se tarissent, et l'instabilité des précipitations, mais surtout la salinité accrue du sol, notamment de l'oued malh, qui veut littéralement dire le fleuve salé, complique leur usage. Et si on voit quelques palmiers qui subsistent encore dans le paysage, les épisodes de sécheresse des années 70 et 80 ont complètement précipité le déclin de cet élément clé du bocage oasien, et qui fait que la population a quitté le village vu qu'il n'y avait plus d'économie de production de dattes dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, donc, cette activité ne subvient plus aux besoins de la population, qui se retrouve obligée de quitter le village pour la ville de Marrakech ou de Ouarzazate située à côté. Cette oasis, elle a également fait face au changement de gouvernance hydraulique que j'ai évoqué en introduction, avec la construction d'un barrage, le barrage d'Ahmed El Mansour Dahbi, qu'on voit juste ici, entre la ville de Ouarzazate et l'oasis de Skoura, et qui du coup s'inscrit dans cette politique de grande infrastructure hydraulique pour réguler donc l'agriculture dans les vallées des palmiers. Et en fait, pendant un premier temps, ça a certes permis de d'étendre les surfaces cultivées. Et en fait, chaque palmeraie avait disposé d'un temps pour prélever son droit d'eau du barrage. Mais en fait, en régulant les crues, le barrage il a perturbé l'alimentation des nappes phréatiques et la fertilisation naturelle des sols. Et ça a accéléré la désertification de la vallée aujourd'hui. Et pour compenser, les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que de recourir massivement à des pompes motorisées et ce qui génère du coup cette perte de gestion collective de l'eau et une gestion plus individualiste et irrationnelle qui entraîne donc cet épuisement de la ressource. Si on revient sur la trilogie Oasis, Habitat, Palmeraie, c'est plus l'habitat ici qui est en danger dans le cas d'Aïs Ben Heddo. Donc village qui a été construit autour de la rivière, autour de cet ancien qsar, donc citadelle de défense, et qui aujourd'hui est totalement abandonné. Donc vu que c'était un espace qui était conçu de base pour la défense, il a désormais perdu son utilité. Et les inondations de 1989 ont poussé les habitants de quitter donc l'ancien village et de créer un nouveau village autour de la route qui a été amorcé durant les années 70. Mais en quittant du coup l'ancien qsar, et à partir de cet exode fluvial, ils ont abandonné à la fois les palmeraies et l'agriculture sous-jacente. Et aujourd'hui, le qsar il est relégué à l'état de vestige. Il a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 87, et il connaît un regain d'intérêt ces dernières années comme lieu de tournage pour de nombreux films ou séries comme Game of Thrones ou Gladiator. Mais ce succès touristique qui pose un dilemme, est-ce que cet écosystème il peut survivre à une mise en scène qui le réduit à un décor et qui le fige du coup dans une simple valeur patrimoniale et pittoresque, et du coup qui perd cette fonction d'infrastructure de protection? Parce qu'en fait, même face à la reconstruction aujourd'hui du village, les habitants ne retournent pas s'y établir. Ils préfèrent donc rester de l'autre côté, proche de la route, et transformer du coup leurs anciennes propriétés en boutiques, en bazar ou en auberge, et qui transforment un peu cette ancienne oasis en décor marchand. Le décor d'un village déserté dans un paysage qui se transforme de plus en plus en désert. Parce qu'en fait, la carte postale aujourd'hui de Aïs Ben Heddo, c'est l'image d'un désert qui va éclipser celle de l'oasis, comme on l'a vu dans les photos précédemment, et qui fait ce qu'on retient de ce paysage, c'est plus son aspect asséché et ses constructions en terre que l'ancienne oasis florissante et l'agriculture qui en émane. Et paradoxalement, l'activité touristique que ça vient créer, elle n'est pas du tout structurée, elle n'est pas exempte de tension. Elle est souvent portée par des acteurs étrangers. Elle ne vient pas du coup générer des retombées économiques pour le village et pour ses habitants. Et il y a aussi un décalage qui existe entre
l'imaginaire touristique qui vient du coup en quête un peu d'exotisme, d'authenticité et de nature, et les aspirations des habitants locaux qui sont eux tournés vers une modernité qu'ils jugent incompatible avec leurs traditions et qui du coup se tournent vers des matériaux importés de l'Occident et de nouvelles techniques qu'ils jugent plus propices au monde moderne. Et donc les techniques agricoles et architecturales ancestrales vont s'effacer progressivement, et les matériaux comme le béton qui prévalent dans la construction du nouveau village vont dominer. Et finalement, en conclusion, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux cas, de ces deux oasis, l'oasis urbaine et l'oasis rurale de Marrakech et de Aït Ben Heddo, au-delà du fait qu'elles sont aujourd'hui devenues des vitrines culturelles marchandes, déconnectées des réalités écologiques et productives qu'elles avaient auparavant. Et aujourd'hui, le Maroc, à l'aube de la Coupe du Monde de 2030, il aspire un peu à projeter une image moderne et une urbanisation très rapide. Et cette vitrine culturelle, elle prend une ampleur du coup mondiale. Et on se pose la question de quelle image est-ce qu'on veut projeter de ces paysages, quelle image est-ce qu'on veut projeter de ces infrastructures. Est-ce que ça va juste rester des artefacts pittoresques façonnés pour le regard touristique, ou est-ce qu'ils peuvent redevenir des infrastructures productives? Et le but aujourd'hui, l'idée, c'est de dépasser ces idéologies héritées du colonialisme qui ont marginalisé ces lieux pendant des siècles et qui devient aujourd'hui une nécessité pour se les réapproprier. Et la revalorisation de ces oasis, elle ne peut pas se limiter à leur mise en scène, elle passe aussi par la réactivation de leurs fonctions agricoles, qui sont essentielles à la résilience du territoire. Et dans les deux cas, que ce soit face au mitage ou face à la muséification, il s'agit de reprendre conscience que ces écosystèmes sont des infrastructures et de ce qui les compose. Que ce soit donc l'eau comme bien commun, les infrastructures hydrauliques vernaculaires, penser le temps comme condition, et aussi la manière dont on gère l'eau collectivement, et les structures collectives traditionnelles, les systèmes d'agroforesterie, contrairement à l'agriculture intensive que connaît le pays aujourd'hui, de monoculture notamment. Et finalement, c'est plus sur une réconciliation entre les différents paradoxes de ces oasis qu'il faut tendre. Il ne faut pas donc glorifier donc cette nostalgie, mais plutôt allier à la fois la production d'agriculture et le tourisme que connaissent ces lieux, la préservation de ces infrastructures, mais aussi leur développement, et pour du coup redevenir productive à l'échelle territoriale et continentale. Merci beaucoup. Hello, good morning. I'm delighted to be here. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous pour écouter toutes ces présentations si intéressantes. Comme nous avons pu voir déjà ce matin, en Inde, 90% de la pluie par année tombe sur les territoires pendant une courte période. Mais ce que l'on constate, c'est que les infrastructures existantes sont soit à l'abandon ou détruites. Donc je vais vous présenter une recherche sur ces infrastructures, une étude que j'ai menée pendant une année où j'étais sur place quand j'étais à Paris-Belleville en master d'architecture. J'ai été très inspiré par un livre qui a été écrit par une militante écologiste, Anupam Mishra, Les gouttes de lumière du Rajasthan. Ça a été traduit d'abord du hindi en français par Annie Manteau. Ensuite, cela a été traduit en anglais. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré lors de mon master. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'un vrai besoin d'attirer l'attention sur ce sujet, notamment pour la nouvelle génération et surtout pour les étudiants en architecture. Parce que nous devons former les futurs professionnels pour que tout le monde s'inspire du passé et pour avoir une vraie créativité. Je vais me baser aujourd'hui sur un projet de recherche qui a été initié avec un certain nombre de collègues avec l'école d'architecture à Toulouse, où je suis enseignante.
où nous enquêtons sur les dispositifs de collecte d'eau et l'impact sur le développement urbain à Jaipur, dans le Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde, à la frontière du désert de Thar. Nous avons intitulé notre programme Jaipur 2035. C'est un programme de recherche qui a été primé par la Fondation Brayard pour les architectes à Genève. Et nous avons organisé des ateliers à Hambourg, Jaipur, à Burundi également, pendant un certain nombre d'années, entre 2018, 2019 et 2020. Entre 5 et 10 étudiants de Toulouse et à peu près quarantaine, ou entre 30 et 50 étudiants de Jaipur, ça dépendait de l'année, et tout le monde travaillait ensemble. Et chaque année, on passait quelques semaines sur place. Parfois, des étudiants pouvaient organiser leur programme d'échange autour de cette étude, avec des échanges entre l'université de Jaipur et une dizaine d'étudiants de Jaipur et de Mumbai qui venaient en France. Une thèse et un certain nombre de mémoires de recherche portaient sur exactement ce sujet. Nous avons principalement mené des enquêtes sur la modernisation des infrastructures et l'éventuelle intégration de ces réseaux anciens dans des nouveaux projets de construction. Quelles sont les méthodologies nécessaires pour pouvoir étudier ce genre de sujet? Quels sont les outils dont nous avons besoin? Comment peut-on valoriser le travail de terrain? Je vais tenter une réponse par une présentation en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter la valeur intrinsèque d'une approche intégrale, basée sur l'étude de terrain. Deuxièmement, je vais vous présenter les différents outils que nous utilisons sur le terrain pour étudier les différentes caractéristiques. Dans un troisième temps, je vais vous présenter les résultats de notre étude et également quelques limites. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une carte de Bundy. Ce sont des croquis des étudiants réalisés sur place. Vous allez voir un certain nombre de croquis et de dessins pendant la présentation. Malheureusement, je ne pourrai pas commenter chacun d'entre eux. Mais bien sûr, nous pouvons en parler davantage plus tard dans la journée. La première question, c'est pourquoi aller aussi loin? Avons-nous besoin d'être sur place? Est-ce qu'on peut voir ce genre de phénomène ailleurs? Pour simplement comprendre ce qui se passe déjà chez nous. C'est le regard perçant qui nous a beaucoup influencés, qui remonte aux lettres de Montesquieu. C'est peut-être l'opportunité de voir sa propre culture par un autre biais, par un autre point de vue. C'est une manière de mieux connaître sa propre culture et de trouver des similitudes et des différences entre les différentes cultures. La gestion hydrologique est quelque chose qui est très présent au Rajasthan. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup de choses à apprendre de notre point de vue. Deuxièmement, nous pouvons constater l'impact direct. Quand on prend le recul, on le voit clairement. Mais nous devons nous rendre sur place pour vraiment faire appel à tous nos sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, pour tout comprendre. Il faut une immersion totale dans un lieu particulier avec ses différentes dimensions, son climat, sa culture, sa langue, pour saisir l'espace, pour pouvoir l'étudier. Et lors de nos voyages au Rajasthan, nous avons pu avoir un regard beaucoup plus précis de tout un système hydraulique très complexe et de voir les différentes adaptations de ce système.
Comme vous avez pu voir à l'écran, ce sont deux images qui étaient très différentes d'une ville. Lors de nos études, nous nous sommes penchés sur les différentes réalités socio-économiques, politiques, en lisant des articles et des livres, mais également en interagissant avec des personnes sur place, par le contact humain. Ce ne sont pas simplement les habitations qui font une ville, mais les habitants aussi. Nous l'avons vu ce matin d'ailleurs, ces différentes interactions. Nous avons organisé des événements avec les autorités locales, les chercheurs, les enseignants, les habitants des quartiers. Nous organisions des présentations avec des colloques, des séances où nous présentions des différents réseaux d'eau. Nous avons abordé la question de l'histoire hydrologique des villes. Les étudiants ont présenté leurs propres recherches pendant ces soirées de débat. Justement, il y avait des débats, un échange de points de vue, de connaissances. Nous avons pu partager différentes réflexions sur la ville et sur la gestion de l'eau dans la ville. Cela me fait penser à Alberto Magnani qui ont parlé du travail sur le terrain et qui disait que les étudiants, grâce à leur intérêt porté sur un sujet, deviennent vecteurs de changement local. Il est vrai que lors de ces ateliers que nous avons organisés, à une très petite échelle, soit, ont donné lieu à de découvertes ou une redécouverte de ces systèmes d'eau existants. Encore une fois, à travers du regard de l'autre. Alors que ce sont des expertises qui ont été abandonnées et presque oubliées. Ce qui est très intéressant, c'est que le regard du chercheur va transformer la perception d'un objet ou d'un système. L'enquête de terrain permet de rendre justice ou de réhabiliter des pratiques qui ont été ignorées, mal comprises ou méprisées. D'ailleurs, voici un ancien cours d'eau qui est devenu une décharge à ciel ouvert dans la ville de Burundi. Avant de se rendre sur place, les étudiants ont passé tout un semestre à consulter des ouvrages, des archives, des livres qui portaient sur les importances culturelles, cartographiques, économiques, politiques. Ensuite, cela les a menés à avoir une approche différenciée sur place, car ils avaient acquis un certain nombre de données d'informations très importantes. Ensuite, les étudiants ont commencé à schématiser, dessiner les plans, les cartes, en regardant le détail et ensuite l'ensemble. Cela les a permis de comprendre tous les éléments d'un système hydraulique. Ensuite, se déplacer sur place, cela les a permis de comprendre l'échelle, l'ampleur, l'étendue. De traduire une expérience multisensorielle en plan deux-dimensionnel, cela a donné aux étudiants une approche beaucoup plus synthétique. Finalement, le temps que l'on passe à dessiner permet de familiariser, de se rappeler, de réfléchir à un espace et de découvrir petit à petit le raisonnement intrinsèque des formes et de l'agencement de ces mêmes formes. Et c'est ça le fondement même de l'imagination nécessaire pour tout le projet que nous avons mené sur place. Il faut donc interagir avec
un site, les habitants d'un site. Et Alexis Pernet, un paysagiste, aborde ce genre de questionnement et qui dit « Est-ce que l'avenir d'un paysage n'est pas déterminé par le soin que l'on porte à son observation, sa compréhension, sa perception ? Est-ce que le paysage n'est finalement pas simplement un lieu de dialogue ?» Quand on regarde le cahier, c'est très simple, mais c'est un moyen d'enregistrer le passé, mais également de poser les premiers jalons d'un nouveau récit et de transformer le paysage. Pour les étudiants, les relevés détaillés, ça a permis de mieux comprendre le système hydraulique. La création de relevés, c'est une manière d'avoir une vision très précise de l'espace. Et Laurent Fournier, qui a construit beaucoup de choses en Inde, fait au moins un relevé par an. Parce que pour lui, c'est comme un entraînement de yoga. Ça lui permet de rester agile d'un point de vue intellectuel, architectural. Cela lui permet de rester humble face à un grand bâtiment d'importance historique. Le relevé, c'est tout un langage architectural qui permet d'avoir une vision très synthétique mais très précise d'une structure. On regarde tous les aspects structurels, techniques, les quelques pathologies structurelles qui puissent exister également. Cela donne également une vision des couches superposées de toute une structure. Cela donne également une compréhension de toutes les mesures qui étaient essentielles pour la construction de ces premières structures. Quand on fait des relevés, il faut faire preuve d'une vraie sélectivité. Il faut choisir les éléments à dessiner. Et c'est ce choix qui est essentiel. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas tout dessiner, on ne peut pas tout représenter. Il faut identifier les éléments les plus essentiels pour l'étude en cours. Selon Philippe Boudon, c'est un modèle qui représente intégralement la réalité, n'apporte aucune information supplémentaire. Donc il faut dessiner une chose, mais pas une autre, c'est un choix, et c'est ce choix permettait de distinguer différents objets, de prioriser, de différencier entre ce qui relève d'une importance primaire ou secondaire. Et pour les étudiants, c'est un outil de travail pour mener à bien des recherches, pour mieux comprendre les intentions qui se cachaient derrière toute l'étude. Et cela a fait relever la vision subjective de chaque étudiant. Enfin, je souhaite vous présenter maintenant les difficultés que nous avons confrontées, les leçons que nous avons pu tirer de cette étude. Les étudiants ont énormément appris. Finalement, le savoir a été créé lors de ces différents ateliers. Nous avons pu apprendre que la connaissance n'est pas figée, la connaissance est en pleine évolution constante, et grâce aux nouveaux croquis, aux nouvelles découvertes, ou je dirais même redécouvertes, nous avons pu obtenir une connaissance intéressante, une connaissance vivante. Ce n'est pas une connaissance qui n'existe que dans des livres, mais c'est quelque chose de concret, de réel et en évolution. Nous avons tous appris, des étudiants locaux, français, les enseignants, les riverains, nous avons tous appris lors de ces ateliers. Ces ateliers, c'était un projet commun que nous avons partagé pour mieux saisir les systèmes hydrauliques, pour mieux apprendre sur les différents systèmes de collecte d'eau de pluie. Nous avons pu étudier les différents niveaux, soit en haut des crêtes, les systèmes d'eau qui étaient en haut des crêtes fournissaient principalement les forts qui s'y trouvaient.
avec des caniveaux qui étaient en haut des crêtes. Ensuite, sur ces flancs de collines, l'eau était dirigée vers des lacs artificiels ou naturels, qui étaient ensuite dirigés vers les nappes phréatiques. Et tout au fond de ce système, dans ces bassins versants, nous avons observé tout un réseau de puits, de réservoirs, pour encore renforcer la collecte d'eau. Beaucoup d'études se sont portées sur les mécanismes essentiels pour cette collecte d'eau dans des régions arides ou semi-arides. Certains étudiants ont compté le nombre de gouttes d'eau, ou voire litres d'eau qui pouvaient être collectés dans ces différents dispositifs de stockage. Nous avons étudié également le niveau de pollution. Ça a été un sujet assez intéressant. Certains étudiants se sont portés sur l'utilisation d'eau pour usage résidentiel ou industriel et ont pensé ou ont essayé de concevoir de nouvelles manières de rendre pures ces différentes eaux. Certains étudiants ont proposé une étude typologique avec à l'écran les différents réservoirs qui ont été étudiés, les différentes formes ou orientations de ces puits, des puits avec un accès par escalier. À l'écran, nous avons un réservoir qui fait bon usage de la pente naturelle de la colline pour réduire les coûts de construction. Certaines études portaient sur les matières de construction, l'utilisation de ces différentes matières, et les différentes techniques de restauration. Un étudiant était maçon avant, ou tailleur de pierre avant de s'intéresser à l'architecture et à ces questions-là. L'un des enseignements les plus marquants de notre étude sur ces infrastructures, c'était la sophistication, le niveau de particularité de ces infrastructures. Voici un barrage. C'est un barrage qui, sa nature même de barrage ne l'empêche pas d'être un objet tout à fait beau, on dirait un jardin assez exotique. C'est un lieu de tranquillité pour les habitants de Jaipur. Donc finalement, nous quittons ce raisonnement fonctionnel pour revenir à une réflexion beaucoup plus ancrée dans le local. On voit ici le lien entre l'art et la science, c'est-à-dire une projection de l'esprit humain sur le monde concret, un lien entre la campagne, la ville. On ne peut pas tirer une différence entre les deux parce que tout lieu habité est un lieu avec un passage humain. Et d'ailleurs, j'ai une citation assez intéressante du livre Andorossi. Chaque région est un réceptacle de travail, de labeur. Et très souvent, ce n'est pas le travail de la nature, c'est un travail humain, de nos propres mains. Ces structures vivantes va au-delà de sa propre fonction, c'est-à-dire de retenir l'eau. Ça donne une notion d'identité à l'espace. C'est comme le pont Kaju dans l'Ispahan, qui est un lieu où tous les soirs est recouvert de monde, un lieu de rassemblement. C'est un lieu où l'architecture est utilisée, est appropriée par les habitants. L'eau, finalement,
et devient l'âme même de ces infrastructures et qui donne vie à la matière. Bien sûr, la rareté de l'eau est un vrai sujet, mais pour moi, un problème qui est beaucoup plus présent, c'est la pollution. C'est peut-être un sujet qui est plus profond, plus insidieux. Nous avons besoin d'une vraie capacité de stocker, de purifier l'eau. Mais c'est un tout autre sujet. L'enquête de terrain nous a permis d'avoir des interactions, d'étudier les interactions entre l'infrastructure et les sociétés. Et on peut dire que le patrimoine n'est plus le domaine des spécialistes, mais un domaine très ouvert qui nécessite de différentes approches. Et le patrimoine est toujours en redéfinition, en évolution. Mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ces structures urbaines peuvent être réintégrées dans un imaginaire culturel et devenir plutôt un patrimoine vivant? Parce que c'est-à-dire le sens de la culture, c'est-à-dire la source d'aspiration.